Space. Allez, voilà, on démarre. Hop, j'ouvre juste mes petites notes que j'avais prévu de vous faire. Donc, Shutdown, Freak Out, ça va être le thème de cette semaine. Pardon. Et voilà, et je vais mettre Investing, c'est parti. Donc, allez, ben c'est pas grave, Richard, on démarre à peine. Allez, donc, Ok. on démarre. C'est parti, la semaine de trading donc à venir, la semaine à venir. On va démarrer avec le lundi 10 novembre, donc c'est pas férié aux USA hein, non plus le 11 novembre, vous allez le voir, donc lundi 10 novembre, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent pour pas dire rien du tout. Donc on n'aura rien à noter sur le lundi 10. Le rapport WASD, c'est un rapport sur l'énergie, donc l'écologie. Donc du coup, on n'est pas intéressé. On va avoir le mardi 11, on va avoir que l'indice de Redbook vente au détail. Ça ne veut pas dire que ce sera plus calme. On va le voir ensemble justement après. En tout cas, on n'aura pas de données statistiques. Donc 14h55, Redbook de vente au détail. Justement, au contraire, ce serait bien qu'il y ait des stats. Le 12 novembre, donc dans la nuit, le bar va parler. Mercredi 12 novembre, dans la nuit, bar va parler. Bar qui a eu d'ailleurs une intervention dans la semaine dernière, qui était un petit peu, qui a été un peu remarquée justement, où il a encore cherché à calmer le jeu sur les baisses de taux. Et il a attiré l'attention sur certaines entreprises qui détiennent des grosses capitalisations. Donc, on aura Redbook vente au détail, 15h20, on peut se marquer, 15h20, hop. 15h20, on va avoir donc le discours de Williams, membre du FOMC. 17h, on peut se le marquer, le l'Ipsos PSCI, ça marquez-le vous, parce que c'est comme c'est une entreprise indépendante, c'est une stat qui sortira 16h20, pardon, j'avais pas vu 16h20 Waller après, donc 16h20, donc 15h20 Williams, 16h20 Waller, 17h Reuters, donc l'Ipsos. 18h15 Bostik, 19h, donc 18h15 Bostik, 19h T-Note 10 ans. Et voilà, on va passer au jeudi 13 novembre. Jeudi 13, déjà, l'IPC qui va sortir donc jeudi. Les allocataires du chômage, hein, on verra si on va avoir la statistique. Ça, pour l'instant, c'est toujours point d'interrogation. On n'a toujours pas les statistiques du chômage. Mais surtout, donc 14h30, IPC Core, est-ce qu'il va sortir pareil, normalement, si pas de déblocage du shutdown, alors pas d'IPC. Ah, d'accord. Le CPI ne devrait pas sortir, Merde. à moins que d'ici là, on ait ce qu'il faut. On ait un déblocage de la situation. 17h, l'IPC donc de la fête de Cleveland, pareil, qui ne devrait pas sortir si on est toujours en shutdown. Et c'est à peu près tout. Ah, 19h, les T-Bones 30 ans, ça on l'aura à 19h, T-Bones 30 ans. Voilà. Et le vendredi 14 novembre, déjà, petite semaine en soi, puisqu'on n'aura pas très certainement pas le CPI. 15h20, juste avant l'ouverture, un discours de Bostik, membre du FOMC. 16h05, discours de Schmidt. 18h, GDP
Atlanta avec ça sera intéressant vu le contexte du shutdown. Et 20h30 Logan, 21h20 Bostik encore, donc 20h30 Logan, 21h20 Bostik. Voilà pour cette petite semaine, toute petite semaine du calendrier économique. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui nous rejoignent, le but, c'est de relever les horaires. Donc, toutes les heures là qu'on vient de relever, c'est les horaires sur lesquels il ne faut pas être en place, il ne faut pas être en position, parce que il peut y avoir une bougie, il peut y avoir un volume d'un seul coup plus lié à cette donnée statistique qui sortirait et qui du coup pourrait liquider notre position ou nous faire mal ou donner un sens à la journée. Et donc c'est mieux de le prévoir, de ne pas être en position à ce moment-là et de prendre la position plutôt plus tard. Voilà. Après, donc le travail des cartes, le travail du dimanche se décompose en 3 parties. La première partie, donc c'est l'analyse du calendrier de la semaine qui arrive. La deuxième partie, c'est une analyse plus de l'état psychologique du marché, de comment se comporte le marché, dans quelle situation et psychologique évolue le marché, et d'une troisième partie qui est plus graphique, technique, pour voir les seuils, les zones sur lesquelles ce sera les meilleures entrées possibles. Donc on va commencer par le 10 ans américain que je vous montre donc là à l'écran, ce 10 ans américain, 10 ans américain qui est intéressant de regarder parce qu'on voit qu'il y a une incidence sur les marchés. Donc que là, vous voyez qu'on était sous les 4%, vous avez vu que c'est l'endroit où j'avais donc mis ma souris, j'ai fait exprès de la mettre à cet endroit-là, donc le 28 octobre. Vous voyez que c'était donc, on était sous les 4% le 28 octobre. On était donc justement avant la dernière réunion de la Fed, et suite à la dernière réunion de la Fed, on a eu ici une augmentation, vous voyez, de à peu près 20 points de base, 20-25 points de base, puisqu'on était à 3,93 à peu près, là, si je vous le zoome, vous pourrez le voir à peu près. Et donc, on est passé à 4,15, donc on a augmenté, pas tout à fait, de 25 points de base. 25 points de base, c'est normalement justement l'équivalent d'une baisse de taux en fait de la Fed. Et donc pourquoi on pourrait avoir une hausse comme ça, un retour du 10 ans américain vers le haut à peu près de la valeur d'une baisse de taux de 25 points de base, c'est parce que justement on rentre dans une logique, c'est la logique du coup en tout cas de Powell, et qui a fait comprendre au marché la semaine dernière que la baisse de taux de décembre, elle était tout sauf garantie. D'accord. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu, mais clairement, le marché, lui, on l'avait vu, il prévoyait, alors on va prendre le temps vite fait, hop, d'aller voir le CME. Justement, le marché, il prévoyait une baisse de taux à peu près à plus de 80% il y a un mois, au mois de décembre. Et quand on avait additionné même ceux qui pensaient que la baisse serait plutôt à 3,25, 3,50 au lieu de 3,50, 3,75, on montait à plus de 90%. Donc le marché, l'immense majorité, pensait que la baisse de décembre, elle était acquise. Et donc là, Powell ne nous a pas dit qu'elle n'aurait pas lieu, mais il nous a dit qu'elle n'était pas garantie, en tout cas. Et donc, le marché, il nous a surtout dit, Powell, que ce n'était pas des baisses planifiées, séquentielles. D'accord. Donc le marché, il était dans une vision où il était sûr d'avoir une baisse en septembre, une baisse en octobre, une baisse en décembre. Et là, on voit que donc Powell, il a voulu calmer les attentes du marché et que le marché, il s'est réajusté par rapport à ça, avec les probabilités donc, de baisse de taux qui sont retombées, puisque suite à son discours, on le voit, on avait donc moins de personnes. Maintenant, on est à peu près à 60% qui pensent qu'on peut avoir une baisse de taux. Donc, il y a toujours une majorité, mais qui est beaucoup moins forte. On a vu aussi, notamment comme conséquence, donc
le 10 ans américain qui est réaugmenté, qui est reparti à la hausse. On a vu également le dollar américain qui s'est renforcé, hein, qui est reparti aussi à la hausse, enfin vers la parité avec l'euro-dollar. Et on a vu aussi l'or qui a continué à se tasser encore un peu plus, bien qu'il avait déjà démarré un petit peu sa baisse. Ça a confirmé, ça a tassé encore un peu plus le marché de l'or notamment. Donc le marché action, si on peut dire, hein, enfin, et il est en train de se réajuster, il est en train de réajuster le prix des actions, donc du coup, dans ce contexte, et on va remarquer que alors attendez, je ne l'ai pas pris ça. Je vais vous mettre. Est-ce que je l'ai pris? Est-ce que je l'ai pris? On va voir que le VIX, lui, est reparti également à la hausse. Ah ben, je ne vous l'ai pas mis en photo. Bon, c'est pas grave, j'ai pas pensé à le prendre. Mais tiens, si on va pareillement qu'ici, si on va chercher le VIX, on va voir que donc le VIX est reparti plutôt à la hausse sur ces 5 derniers jours, hein, avec plus 10% de volatilité, donc une augmentation à 22 points, il est monté jusqu'à 22, avant de redescendre. Pourquoi avant de redescendre? Parce qu'on l'a vu en fin de séance qu'on est revenu essayer de rattraper les points bas qui avaient été cassés. Hein. Donc, on a eu plus de volatilité, on a eu un VIX qui est en hausse. Donc, ce VIX en hausse, il indique quoi? Ce VIX en hausse, vous vous souvenez, le VIX, en fait, c'est l'indice de volatilité des marchés. D'accord? Pourquoi l'indice de volatilité des marchés, il va nous intéresser? C'est parce qu'il sert aussi comme outil de couverture. C'est-à-dire que lorsque les actions vont se mettre à rendre un petit peu, hein, elles ont du mal, ça veut dire que elles sont secouées ou elles sont retravaillées, le prix est un peu réajusté, on va venir acheter du VIX puisque donc du coup il y a un peu plus de volatilité sur les marchés et donc ça nous permet d'avoir un effet de couverture, c'est-à-dire qu'on compense la baisse. Ça veut dire aussi que on est dans un schéma de personnes qui croient en ce que le marché peut finir par rebondir et revenir après. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre une action et d'encaisser, ils gardent l'action, mais pour couvrir la perte sur l'action, ils vont acheter du VIX, ils vont faire monter le cours du VIX, et donc ceux qui vont perdre sur les actions, ils vont le gagner sur le VIX, ce qui permet de lisser en fait le gain perte et pouvoir conserver son action. D'accord? Donc, on avait parlé il y a 15 jours. Ça, exactement, c'est ce qu'on avait parlé il y a 15 jours. Donc, du coup, ça nous permet quand même de se rendre compte de ça, cet effet donc de correction un petit peu sur les marchés qui est tiré hein, aussi notamment par le VIX et donc surtout par cette pression sur les taux. Et donc, pourquoi cette pression sur les taux, elle commence là d'un seul coup un petit peu, est-ce qu'elle pourrait pas être, hein, c'est finalement cette phrase-là, cette pression sur les taux de la part de Powell, est-ce qu'elle pourrait pas être un petit peu ce qui va enclencher la machine de baisse des actions? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on attend depuis quelque temps, hein, on le sait, on n'est pas les seuls, enfin tout le monde trouve que le marché action est très fort et très élevé. Et là, cette semaine, on a eu aussi Trump qui a été mis sous pression avec un passage devant la Cour suprême, notamment pour ses droits de douane. Donc, les droits de douane qui pourraient être jugés comme un impôt illégal discriminatoire, donc parce qu'il discrimine les secteurs d'activité. Et donc, c'est un danger pour Trump. Pourquoi? Parce que bon, déjà, certes, il y a certains membres de l'administration, donc du coup, qui doivent le défendre devant la Cour suprême, mais surtout cette Cour suprême, ce qui peut être, ça peut avoir plusieurs incidences. La première, c'est qu'on sait qu'il y a des élections en ce moment, notamment sur les maires, et il y a eu des loupés, on va dire, électoraux sur cette partie-là. Et Trump lui-même a dit que c'était lié notamment au shutdown et donc au fait que les Américains le rendaient responsable de ça. Il y a donc une pression sur la partie de la Cour suprême. Pourquoi qui se rajoute à ça? C'est que la Cour suprême, normalement, elle est majoritairement dans le
camp de Trump. Et là, potentiellement, malgré qu'elle soit normalement dans le camp de Trump, il serait possible que certains trouvent quand même que cet impôt sur les droits de douane, cet impôt puisse être illégal. Donc ça veut dire que Trump, au sein même de son parti, hein, au sens large, hein, pas de son administration, mais au sens du parti, donc au sens large, puisse être un petit peu plus contesté qu'il ne le pense. Et ça, c'est pas très bon. Et donc, on a déjà l'administration Trump qui a défendu l'idée que c'est surtout pour protéger certains domaines d'activité qu'ils ont mis en place ces droits de douane, plus que pour créer un impôt qui serait un petit peu injuste. Et ils ont surtout dit aussi que si la Cour suprême venait à dire que ces droits de douane sont illégaux, alors ils utiliseront des lois qui sont des vieilles lois des années 30, de 1930-1940 à peu près, pour pouvoir continuer de les appliquer. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà des recours, ça veut dire qu'ils pensent eux-mêmes, l'administration de Trump, que le dénouement pourrait être en leur défaveur plutôt qu'en leur faveur, et donc s'il leur est défavorable, finalement, on aurait une possibilité d'utiliser d'autres outils, mais que ça montrerait quand même une certaine fragilité de la part de l'administration. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'en fait, surtout, si cet impôt il est déclaré illégal, il va falloir le rendre. On est d'accord. Et si on se met à devoir rembourser l'impôt, ce serait un énorme manque à gagner. Mais ils l'ont déjà perçu? Ils l'ont déjà perçu? Et oui, ils le perçoivent chaque jour qu'il y a des marchandises qui rentrent, puisque c'est mis en place. Je pensais que c'était à partir de temps. Donc là, ce qui serait dramatique, c'est que ça créerait un énorme manque à gagner dans le budget qui a été voté par l'administration de Trump et qui a été prévu par l'administration de Trump. D'accord ? Un budget qui, je vous rappelle, est déjà sous shutdown, avec une administration qui n'arrive pas à s'entendre avec l'autre partie pour un relèvement du plafond de la dette, et donc qu'on puisse avoir une réouverture des administrations. On est aux États-Unis, ça veut dire que dans la première puissance mondiale depuis maintenant 5 semaines, les administrations, beaucoup d'administrations du moins, sont fermées. Des musées sont fermés. Des avions ne peuvent pas décoller dans certains endroits parce que l'administration ne peut pas faire son travail correctement. D'accord? Donc, on parle de la première puissance mondiale qui est dans cette situation-là. Alors, c'est pas la première fois, certes. Le marché, on l'avait vu, ça l'avait pas du tout fait sourciller d'être dans cette situation depuis quelque temps. Mais voilà, je vous rappelle quand même qu'une semaine de shutdown, c'est environ 0,1% de PIB en moins. Donc là, on est sur une 5e semaine de shutdown. Ça voudrait dire que on est à peu près sur moins 0,5% de PIB, d'accord? Un PIB qui, alors même si on sait que derrière, il y a un effet de rattrapage lorsqu'on réouvre, qui amoindrit un petit peu cette statistique, reste quand même que ça freine l'économie et que l'économie, c'est pas vraiment une économie qui avait besoin de ça, puisque souvenez-vous, ces derniers temps, on avait presque peur d'une éventuelle basculement en récession cet été. Hein. Donc, un shutdown qui commence du coup un petit peu à inquiéter. Et pourquoi aussi il inquiète ce shutdown? Parce que surtout, il vient en plus de ce que nous a dit Powell. Donc, c'est pour ça qu'on fait le lien. Hein. Powell, première étape, qui nous dit la baisse de taux de décembre n'est pas garantie. Et deuxièmement, Trump qui vacille un petit peu sur ses droits de douane qui sont la base de son budget. Et petit effet boule de neige, le shutdown qui est là comme un caillou dans la chaussure et qui fait que on n'a pas de données statistiques. Et donc, la Fed, elle prend ses décisions. Normalement, Powell, il nous le dit depuis des semaines, elle prend ses décisions sur les statistiques. On est d'accord. Powell, ça fait des semaines qu'il nous dit qu'il ne peut pas piloter dans le brouillard. Souvenez-vous, en mars, en juin, en septembre, il nous disait cet été qu'il y avait trop de brouillard et qu'ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas prendre de décision tant qu'ils n'avaient pas les données claires d'ailleurs sur ces impôts de taxes douanières et donc sur aussi l'impact que cela allait avoir sur l'inflation notamment. Donc là, on n'a plus de données statistiques depuis 5 semaines sur un marché qui est ultra data dépendant. Hein. Donc, il avait clairement dit, Powell, que
tout serait décidé justement sur cet effet de data dépendance et encore plus donc lors de cette dernière réunion. Donc, un shutdown qui ne permet pas d'avoir des statistiques officielles, mais on a quand même des statistiques un petit peu d'entreprises privées qui du coup prennent un peu plus d'importance, enfin plus d'importance en tout cas que ce qu'elles ont l'habitude de prendre. Et en tout cas, elles prennent un petit peu d'importance par rapport donc à ce qu'on peut regarder d'habitude. Et là, on a cette publication d'une entreprise privée qui publie un rapport de nombre d'emplois avec de nombre de licenciements sur le mois d'octobre aux États-Unis. Et on peut voir donc là cette mèche qui est rouge, hein, on peut voir cette mèche-là qui est pour la première fois, regardez, pour la première fois donc sur une fin d'année. Alors on l'avait eu sur d'autres périodes de temps, hein, bien sûr. On avait eu des mèches comme ça, mais on ne l'avait pas eu sur le mois d'octobre. Alors ce qui est intéressant quand on regarde une statistique, c'est de la comparer de mois à mois. Pourquoi en année lissée? Parce que il y a des saisonnalités aussi qui comptent. Et donc quand au mois d'octobre, on a un pic comme ça à 153. Regardez, si on va à peu près, donc là, fin 2005, début 2026, fin 2024, on était à peu près ici, donc à moins, on était à peu près dans les 70 000. Si on va à fin 2022, on n'en parle même pas. Fin 2020, on était, donc fin 2020, je vous rappelle que c'est début du Covid. Début du Covid, on est à 50 000. D'accord? Il faut en fait remonter sur une fin d'année comme ça pour retrouver une statistique aussi élevée à la période 2009, ici 2008-2010, donc 2009, vous voyez, pour retrouver en fin d'année une période de fin 2008, pour retrouver une période avec autant de licenciements. C'est pas les Et 2008, subprimes, c'est quoi? C'est 2008? la crise des Ah, subprimes. bon, Voilà, j'imagine. donc c'est quand même un petit peu ça, cette donnée-là, elle n'a pas été non plus, surcotée par le marché, hein, elle n'a pas été surinterprétée, mais quand même, elle a été ressentie sur le marché. On a vu qu'elle du moins, elle a empêché un certain rebond, elle a empêché une certaine reprise, du moins, de faire un V-bottom comme on a eu Mmh. tendance à faire ces derniers temps, chaque fois qu'on touchait un point bas et où on repartait finalement de plus belle. Mmh. Là, les acheteurs n'arrivent pas à réinverser la tendance parce qu'il y a un petit cumul quand même d'effets comme ça. Et donc, ça commence un petit peu à inquiéter le marché. Pourquoi cette statistique, le fait qu'elle sorte maintenant, ça inquiète un petit peu le marché? Pour deux raisons. Première raison, c'est que fin d'année aux États-Unis, normalement, on est plutôt sur un marché ou un rallye assez haussier parce qu'on est sur une période économique qui est assez faste. C'est-à-dire qu'on a Thanksgiving, les fêtes de Noël en ligne de mire, Halloween, on est quand même normalement sur une dynamique commerciale assez présente. Le Black Friday, il y a normalement tout ce qu'il faut là pour créer une certaine dynamique commerciale. Donc c'est rare que les entreprises, elles licencient avant d'arriver à ces échéances-là. Hein, puisque normalement, elles ont leur carnet de commandes et elles ont de l'ambition sur ces périodes de fête. Deuxième point, surtout, c'est que comme on n'a pas les données statistiques de l'emploi et que, on le sait, la Fed a annoncé au mois de septembre qu'elle avait baissé les taux à cause de l'emploi et au mois de octobre qu'elle a continué de baisser les taux, notamment à cause de l'emploi, ça peut inquiéter de se dire, bah tiens, comment ça se fait que là, d'un coup, on a un pic sur l'emploi, un pic de chômage, donc hein, potentiellement, mais on n'a plus les données de chômage. Donc on se relie à ça pour interpréter, pour se faire une idée de ce que pourraient être les données de chômage si elles étaient publiées. Bon, ben, il se trouve qu'elles ne sont pas publiées, donc on est obligé de se rattacher à ça et de faire de la projection. Donc ça commence un petit peu à se cumuler et à inquiéter un petit peu le marché. Ça commence à se cumuler et à inquiéter le marché parce que le marché c'est que il y a eu quand même, il y a un effet un petit peu, très poussif, très fort sur un secteur d'activité précis qui est la tech, mais qui est l'intelligence artificielle. Et on a eu, cette semaine OpenAI qui communique, un message clair de son CEO, hein, de son président et qui lui nous dit que, une IPO, donc une introduction en bourse, n'est pas envisageable à court terme, d'accord? N'est pas envisageable à court terme. Donc il communique qu'une introduction en bourse n'est pas envisageable à court terme
Et surtout, il rajoute à cette phrase-là qu'il espère que le gouvernement fédéral puisse fournir des garanties sur le financement des futurs deals. Et donc là, le marché, et je pense enfin, en tout cas, on peut se gratter un petit peu la tête et se dire, attends, comment ça? On est avec une société comme OpenAI. On parle donc d'une boîte privée qui dit je ne ferai pas d'introduction en bourse. Ok, bon, ben ça, d'accord, pourquoi pas. Ma foi, pour l'instant, de toute façon, elle n'est pas bénéficiaire, donc elle est vouée à le devenir, donc c'est peut-être pas le bon moment pour faire une intro en bourse. Ok, mais l'intro en bourse, elle permet de lever des fonds. On est d'accord. Hein. Donc là, pour lever des fonds, par contre, elle dit qu'elle espère que le gouvernement fédéral puisse lui fournir des garanties sur le financement des futurs deals. Donc ça veut dire qu'en gros, elle vient taper à la porte de l'administration en disant: «Hello, s'il me faut du cash, est-ce que vous serez là pour me back-up? Est-ce que vous serez là pour me donner pour m'injecter du pognon, quoi, en fait?» On est sur une boîte privée qui lance un petit peu une bouteille à la mer, même si c'est pas virulent comme démarche, en tout cas, ils commencent à le dire. Ils sont pourtant, normalement soutenus par des entreprises en or massif. Le principal fournisseur d'argent, le principal sponsor, si on peut dire, d'OpenAI, c'est Microsoft. Microsoft, c'est la seconde plus grosse entreprise du monde. OK? Là, donc, ce qui fait qu'OpenAI, en fait, est-ce que ça veut dire que comme OpenAI n'est pas rentable, même s'il a pour but de l'être à terme, est-ce que ça voudrait dire qu'en gros, éventuellement, OpenAI peut se dire que les fonds d'une entreprise comme Microsoft ne seraient pas suffisants pour gérer ses investissements, pour que ses besoins en investissement? Ça peut se faire poser des questions. Et pourquoi moi ça me fait me poser des questions? Parce que surtout, voilà ce tableau-là que je vous partage, hein, donc c'était quelque chose qui a été publié, par, JP Morgan, et JP Morgan, il nous avait donné un rapport là, il y a pas longtemps, il y a une semaine de ça, quand ils ont sorti leurs résultats, comme quoi l'ensemble des boîtes IA, hein, donc là vous avez Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia. Vous avez les 5 plus gros, d'accord? Les 5 plus gros, voilà les 5 plus gros, si vous prenez leur dette, hein, leur dette en 2010, regardez ce qu'elle représente, hein, on est en milliards de dollars, hein, et les 5 plus gros, regardez comme l'ascension assez vertigineuse que l'on a eue, c'est-à-dire que 2020, forcément, il y a eu un gros investissement de fait, période du Covid, il a fallu d'un seul coup que tout le monde télétravaille et s'équipe, etc. Donc il y a eu un gros bump là-dessus. Mais après, on a eu une phase plutôt baissière de l'endettement. Et là, on voit clairement qu'on est sur une phase d'expansion de l'endettement qui est complètement démesuré, quoi, qui est fou même. Et donc, JP Morgan nous dit, asseyez-vous bien, que les boîtes qui sont dans l'IA, donc pas que ces 5-là, mais les boîtes qui sont dans l'IA, donc toutes boîtes confondues, représentent 1200 milliards de dettes. 1200 milliards de dettes. Vous imaginez que la France est inquiète parce qu'elle doit aller chercher 50 milliards de dettes? Alors qu'elle peut avoir de l'impôt et qu'elle a du patrimoine à vendre si elle a besoin, etc. Et là, on est sur des boîtes, sur des entreprises privées qui représentent 1200 milliards de dettes sur un seul investissement, l'intelligence artificielle. Il y a intérêt, il y a intérêt que ça fonctionne. Hein. Et là, c'est un peu. Alors, la seule chose qui contrebalance ça et qui est un peu inquiétant, qui est un peu surprenant de la part du marché, c'est que ça arrive, en fait, ce début d'inquiétude sur ces actions-là arrive finalement après que Powell, lors de la dernière réunion, il est tenté finalement de rassurer. Je sais pas si. Alors Powell, il nous avait dit jusqu'à maintenant que les valorisations étaient trop hautes. Il avait dit une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas tout à fait un an, il avait dit qu'il trouvait qu'il ne regardait pas le marché. Donc, il y avait des choses comme ça
qui balançait dans la gueule du marché et qui allait contre la tendance. Et là, il va dans la tendance lors de sa dernière réunion. Il nous dit quoi? Il nous dit que selon lui, il pouvait confirmer qu'il considère différent l'effet AI, l'effet intelligence artificielle, de la bulle Internet. Et que pour lui, ce n'était pas une bulle parce que c'était donc complètement quelque chose de différent. Euh, Moi, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que, si on revient là-dessus, c'est que, chaque fois qu'on a eu des crises, chaque fois qu'on a eu des crises, que ce soit 2008, que ce soit 2010, que ce soit, donc est-ce que si on en devait en avoir une autre qui arrive, et que, on en a eu même avant, hein, la crise, du pétrole et cetera. Chaque fois, c'était des crises où on avait un endettement extrême, extrêmement élevé, sur un seul secteur en fait finalement du marché. 2008 c'était l'immobilier, qui était surendetté. 2010 avec la crise de la dette, en Europe, c'était, les dettes du des gouvernements. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, de finalement un peu le même scénario, énormément d'endettement dans un seul secteur. On sait pertinemment que tout le monde ne peut pas survivre dans ce secteur et donc finalement, quand il y a de la casse, ça fait mal et donc ça redistribue après un petit peu les cartes. Donc c'est donc un petit peu cette phase-là qu'on est en train qui peut se profiler, hein, qui nous fait face en tout cas, à voir si on va être là-dessus ou pas. J'espère que non, bien sûr, parce que ce serait un petit peu dommage. Et c'est ça qui vient un petit peu créer euh, une phase un petit peu qui consolide, qui permet en tout cas au marché de corriger un petit peu et de consolider. Et il y a un graphique qui est intéressant là-dessus, c'est le graphique que je vous mets là à l'écran, sur le SP500. Le SP500, c'est quoi? C'est le S&P 500, c'est les 500 boîtes tech finalement des États-Unis. Hein, donc c'est le cousin du Nasdaq, hein, qui représente les 100 plus grosses. Là, c'est les 500 plus grosses. Et là, qu'est-ce qui nous apprend ce graphique? C'est que c'est en pourcentage, hein, donc ici c'est des pourcents. En pourcentage, c'est le nombre d'entreprises qui sont au-dessus, vous voyez, tout ce qui est là, la barre rouge, c'est 50, et donc le nombre d'entreprises qui sont au-dessus de leur moyenne de prix sur 200 jours. D'accord? 200 jours. Donc, ça veut dire quoi? En gros, on est une entreprise. Sur les 200 derniers jours, on a une moyenne de prix. Est-ce qu'à aujourd'hui, on est au-dessus de cette moyenne de prix ou on est à cette moyenne de prix ou en dessous? D'accord? Et donc, euh, là, vous voyez que, en gros, ici, on est sorti de 2020, sorti du Covid, premier rallye haussier. On arrive 2021, on a presque 100% des entreprises du S&P qui sont au-dessus de leur moyenne de prix de 100 jours. La moyenne de prix de 100 jours, c'est assez important parce que c'est une moyenne de prix qui fait presque une année. Hein, donc, elle est cruciale, quoi, quelque part. C'est vraiment une grosse période pour l'entreprise. Surtout qu'en termes de bilan comptable, on a moins de jours que le nombre de jours d'une année calendaire. Donc c'est quand même très intéressant et surtout que notre bilan, normalement, définitif de l'année d'avant, se publie à peu près au mois de mars. Donc ça devient intéressant quand on enlève finalement les 90 jours, 100 jours du premier, du, de, d'une tranche à peu près de 100 jours, ça nous donne presque finalement en fait un prix sur l'année. Bref, donc c'est très intéressant de comparer ça. Et donc on voit que 2021, sortie du Covid, ces entreprises la tech flambent, hein, premier rallye haussier, elles arrivent presque à 100% des entreprises donc qui sont avec un prix d'action qui est au-dessus du prix de 100 jours. Derrière, on a ici une correction, donc 2022, correction du marché. Hein, on a une grosse correction en 2022. Nouveau rallye haussier avec l'apparition de l'IA. OK, jusqu'en 2024, ici, là, à peu près. On peut voir après, on a l'effet Trump avec l'arrivée de ces taxes douanières et on a
le second rallye haussier de cette année, hein, puisque cette année, depuis le début de l'année, globalement, on a plutôt un rallye haussier. Avec cette partie-là de rallye haussier qui démarre avec le fameux TACO, hein, Trump always chicken out, donc Trump se retire toujours, Trump flippe en fait, et donc il fait beaucoup de bruit, mais il va pas au bout des choses. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez là la flèche, comment elle fait, elle vous montre qu'il y a une pression baissière, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'actions qui sont au-dessus de cette moyenne de prix de 200 jours en pourcentage. Vous voyez, en pourcentage, on n'est pas loin des 50%. On n'est pas loin d'avoir 250 entreprises qui sont au-dessus de la moyenne et 250 entreprises qui sont en dessous de cette moyenne de 200 jours. D'accord? Ça veut dire quoi? Comment on l'interprète, ça? Mais que la moitié du marché est pour et la moitié est contre, non? Eh bien, surtout, ça veut dire que, parce que, est-ce que le marché, il est sur des plus hauts de tous les temps? On l'a atteint, mais là, non, maintenant, Oh, non. là, tout de suite, à l'instant T, non. Mais Non. par contre, quand on est ici, là, quand on est vers, même ici, là, par 15 exemple, jours, 3 hein, semaines, on y était à 15 jours. là, regardez, là, regarde, là, t'es même en 2024. Ici, là, tu vois, là, t'es pas à 15 jours, là, tu es à 1 mois même, tu vois. On était sur les plus hauts de tous les temps, ici. Ouais, Et ouais. pourtant, regarde, on prend les plus hauts de tous les temps, mais regarde, on n'est même pas à 75% là, d'entreprises qui sont, on est peut-être à 60, 65 Ouais. d'entreprises. Donc, comment on l'interprète, ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire penser? S'il y en a qui veulent participer, comme ça, c'est pas un Ouais. monologue, parce que sinon, des fois, Il y a que moi qui parle. n'hésitez pas, hein, vous pouvez. Allez-y, hein. Alors, attendez, je bois un coup. Personne qui a envie de s'y tenter. Ah, que ça peut remonter, ça, ben, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que ça veut dire, c'est que le marché, il bat des records. Il bat des records en termes de pricing, en termes de prix d'indice, C'est du mais vent un peu, finalement, basé sur pas grand-chose. un nombre d'actions faible. Et donc, ça veut dire que les actions qui tirent le marché vers le haut, elles ne sont pas nombreuses. Et c'est juste qu'elles pèsent tellement sur le marché, elles sont tellement grosses, ces actions-là. Hein, et donc, quand on parle de ces actions-là, on parle de qui, à votre avis? On parle de celles-là, là. On parle des plus grosses. On parle d'Apple, Microsoft, Facebook, Google, Nvidia, Tesla. On parle d'eux. D'accord? Et c'est eux, en fait, qui, à eux tout seuls, en étant au-dessus de leur moyenne de prix, ils sont tellement au-dessus de leur moyenne de prix que eux, à eux seuls, ils arrivent à tirer le marché sur des records. D'accord? Mais ça veut dire que si on prend Nvidia, qui est très connu, eh ben, AMD ou d'autres qui sont dans le même secteur d'activité, qui eux aussi essayent de faire de l'IA et qui eux aussi essayent d'investir, ben, finalement, sont moins connus et eux, ils ne sont pas au-dessus de leur moyenne de prix de 100 jours. Et par contre, Nvidia, il est tellement au-dessus qu'il arrive à faire un nouveau record au marché. Et c'est ça qui est fou. Et là où c'est fou, c'est que ces entreprises-là, ben, c'est les entreprises qui sont le plus endettées. C'est les entreprises qui ont le plus de dettes. Voilà. Et donc, le risque, c'est que si cette dette, elle pèse, elle se met à peser sur les résultats, le marché peut très vite se retourner, puisque finalement, ben, les autres plus petites boîtes, si on peut dire, hein, parce que je serais très ravi d'avoir une petite boîte comme AMD, par exemple, mais les boîtes plus petites qui semblent moins compter, eh ben dans ce cas-là, elles seront, elles, quoi qu'il se passe, ben, elles vont rester plus ou moins proches de leur prix, de leur moyenne de prix de 100 jours, ou sinon elles vont décrocher un petit peu par l'effet baissier du marché, mais elles vont rester dans une certaine zone. Par contre, si les gros, du coup, ces grosses entreprises-là se mettent à décrocher, elles peuvent tirer d'un seul coup le marché assez rapidement vers le bas. Et finalement, il y a quelque part, vous savez, on a eu un Barr je vous disais dans la semaine, qui a dit quelque chose qui était symbolique. Il a dit que finalement, l'écart entre les Américains les plus riches et les Américains les plus pauvres se creusait de manière trop rapide, en fait. D'accord?
Ben ça se voit dans les entreprises, c'est pareil. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les boîtes de ce secteur d'activité-là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, le gros poisson que tout le monde, le vrai fleuron américain, il explose complètement, il crée une richesse qui est peut-être même démesurée, hein. Et de l'autre côté, on a celui qui reste un bon fournisseur, qui reste disponible sur le marché, que vous, plus certainement, si certains, vous avez des PC là pour écouter ce travail, vous regardez, vous avez peut-être une carte graphique AMD, hein, tout le monde n'a pas une carte graphique Nvidia, donc c'est loin d'être ridicule, ça travaille avec Microsoft quand même, ça fait le job, la preuve, vous êtes en train de l'utiliser, mais eux, ben, le gap, il est énorme. Il est tellement énorme qu'en fait, avec seulement, si on peut dire entre guillemets, seulement 50%, là, pas loin, 50% des entreprises qui sont au-dessus de leur moyenne de prix de 200 jours, eh ben, on est sur les plus hauts de tous les temps. Voilà, on est sur un marché qui est à 25 000 points, alors que au début d'année, il était à 16 000. Avec 50% de ce marché-là, on arrive à passer de 16 000 à 25 000. Voilà. Donc ça, quand même, ça dénote quelque chose. Voilà. Donc voilà un petit peu, je pense, pourquoi le marché, ben, du coup, se met dans cet effet un petit peu de recul, hein. C'est intéressant de voir qu'il peut reculer, et notamment, ben, là, si vous regardez dans la semaine, globalement, tiens, puisqu'on fait des fois le tour un petit peu rapide, hein, j'avais pas le CME là, ah mince, non. Hop, on va faire comme ça. On fait des fois le tour, regardez, share market, si vous prenez Nvidia sur la semaine dernière, presque moins 10, d'accord? Ok, moins 2 sur un mois. Si on prend Microsoft, qui a rendu ses résultats la semaine dernière, presque moins 5. Si on prend Alphabet, donc Google, regardez, qui a rendu pareil ses résultats la semaine dernière, bon, lui, il a réussi plus ou moins à se maintenir sur la semaine, parce qu'il avait pris une claque la semaine d'avant, parce que regardez, un mois, ça fait peut-être large, ouais. Tesla, en share market sur 5 jours, presque moins 6, d'accord? Et si on prend le Nasdaq, finalement, alors, attendez, hop. Le Nasdaq, finalement, sur 5 jours, il fait moins 4. Donc, toutes ces entreprises-là ont plus perdu que le marché. Vous voyez? Et le marché lui-même, du coup, ben, il a pris une petite tape. Voilà. OK? Il a presque perdu un mois de gain, finalement. Voilà. Ça, c'est le Nasdaq cash, hein. Vous le voyez à 23 000 parce que c'est le cash, c'est pas le futur. Mais peu importe, c'est globalement la même chose. Donc voilà. Donc c'est quand même ce qu'il faut se dire, c'est ça. C'est que du coup, ces entreprises-là, quand elles prennent des tapes un petit peu dans le nez, eh ben, elles peuvent tirer le marché assez fortement vers le bas. Et comme il y a quand même aussi beaucoup d'expositions à effet de levier, eh ben, on a aussi du coup pas mal de bougies qui peuvent faire mal, qui peuvent s'accélérer assez rapidement, hein, et qui peuvent vraiment avoir donné l'impression que il se passe un événement quelconque, alors que non, il n'y a pas réellement d'événement, c'est juste que on a juste un marché qui corrige, mais le trou d'air, l'appel d'air qu'il y a entre les zones est assez fort. Voilà. On a eu quand même en fin de journée un effet rebond sur le 24 700, qui avait, regardé, qui correspondait quand même au mois d'octobre ici, hein, où on avait bien ressenti pareil à peu près les mêmes rebonds, et qui était lié aussi à une intervention de Trump. Alors bon, pas qui allait pas, attendez, je vais vous lire sa déclat, mais qui n'a pas renversé non plus la table, hein, mais qui pouvait être intéressante. Alors c'était sur justement
les bons du Trésor et sur sur le shutdown où en gros ils trouvaient que on voulait pas les autres parties ne voulaient pas se mettre d'accord avec eux sur le shutdown et que en gros s'il devait lâcher, il disait qu'il pourrait lâcher. Hein. Et d'ailleurs, il en a profité dans cette publication pour traiter de con, hein, si on peut dire, avec Nimpoop, qui est imbécile en fait, hein, d'imbécile, Powell, dans sa déclaration. Donc voilà. Ce qui fait que on a quand même un beau ici un beau V-bottom hein, qui a réussi finalement par se former et ça c'est intéressant. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ça, c'est que vous voyez que quand le V-bottom il commence à se faire, regardez là c'est en 1 heure, hein, donc c'est assez intéressant pour ceux qui se mettent à trader, c'est que quand même quand le V-bottom il commence à se faire, même en 5 minutes, regardez. On a commencé à toucher le bas. Quand on est parti, on a eu très peu finalement. C'est vraiment parti plutôt vers cette heure-ci, là, vers 20h30. On a eu très peu de bougies rouges au milieu. Hein. On a eu quand même de grosses poussées. Donc, donnez-vous le temps, si vous démarrez la journée avec un mauvais trade, donnez-vous le temps de prendre ce retournement parce que quand il va avoir lieu, regardez un petit peu les bougies comme elles se sont enchaînées. Là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on avait 10 fois 50 minutes là, de poussée haussière d'un seul coup sans bougie rouge. Donc là, on peut rentrer quand il casse le plus haut d'à côté. Là, regardez, il casse le plus haut, il pousse hein, non-stop. Hein. Donc là, il y avait du point à faire sans trop prendre de risques et sans se soucier et on pouvait revenir, n'est-ce pas Michel hein il a fait des très bons trades, mais avant ça, ben voilà, toujours les mêmes défauts. On veut pas accepter que. Mais si, il n'y a pas de trades qui sont sûrs à 100%, parce que s'il y avait un trade sûr à 100%, eh ben, on mettrait le max contrat dessus et on s'emmerderait pas à prendre tous les autres. On prendrait que celui-là, on l'attendrait pendant 1 semaine s'il faut, et on mettrait toutes nos économies dessus. Hein. Donc, c'est ce qui compte. OK. Donc, là, qu'est-ce qui peut se passer ben, c'est que soit on commence à avoir un réel accord sur le shutdown et donc ils vont finir par se mettre un petit peu d'accord et on peut revenir récupérer ici, voyez ce bloc ici, hein, qu'on avait eu un peu de mal quand même, voyez ici, qu'on avait eu finalement du mal à franchir, hein, voyez. Donc soit on revient sur ce bloc-là, ok. Soit si on n'y arrive pas, eh ben on va repartir, voyez, plutôt ici. Regardez, c'est assez évident. Là, hop, là vous allez le voir non, comme ça. Soit, hop, on revient sur ce bloc. Et là, chaque fois qu'on l'a touché, il n'était pas évident à franchir. Hein, vous voyez, et puis on a fini par le franchir, on est resté au-dessus. Quand on est descendu, c'était un bloc qui nous a fait rebondir. Ok. Soit si on n'arrive pas à le franchir, on va plutôt être sur celui-ci qui nous avait servi d'appui plusieurs fois, d'accord, et qui est pareil, avait été dur à franchir, et ça tombe bien, c'est les 25 000. Et si on doit continuer à descendre, ben là, clairement, hein, regardez, on peut se dire qu'on peut revenir chercher ici le canal, hein, on est quand même sur le plus bas du mois précédent, et ça nous permettrait de re-rentrer ici, dans ce canal-là, un long canal qui est là depuis longtemps, hein, puisque nous, on l'avait tracé depuis longtemps. Donc, on pourrait re-rentrer dedans. Bien sûr que si on finit par rentrer dedans, on aura un effet de rebond. On peut l'attendre. Mais sinon, on peut aussi chercher le retracement au moins jusqu'à 23 500 et pourquoi pas 23 000. Hein, 23 000 points, regardez, c'est une zone qui se doit de bien marcher. Elle va être très solide, la 23 000 points, ici. OK. On avait marqué. Voilà. Donc, voilà, donc ça, souvenez-vous, la semaine dernière, Nicolas me disait justement, tu parles d'un gros chiffre à la hausse, d'un gros chiffre à la baisse, comment t'expliques le delta? Ben, le delta, il est là. Il est que, comme on disait, soit on regarde vers le haut, tout se passe bien, et donc on explose même le plus haut de tous les temps, soit à un moment donné, si le marché s'inquiète, le marché, il sent, en fait, là, on sent que le marché, il n'est pas
dans quelque chose où ça lui semble assuré et stable. Et le marché, il refuse le doute. Le marché, il déteste le doute. Hein, on le sait, ils n'aiment pas douter. Donc, soit il y a une possibilité qu'à un moment donné, ce shutdown s'arrête et que le marché retrouve des statistiques et puisse retrouver, on s'en fout, on a connu plusieurs situations. Hein. On a connu le bad news is good news, on a connu le good news is bad news, on a connu le good news is good news et le bad news is bad news. Donc, on a tout connu. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Par contre, si il leur faut des news pour pouvoir être sur un good news is good news ou un bad news is bad news, il leur faut des news. Donc peut-être que même avec une news sur l'inflation qui ressortirait finalement moins élevée qu'attendu, ben, le marché peut complètement dans la journée retracer et revenir assez facilement sur les 26 000 points. Hein. Ben, le marché, il peut prendre sur une seule journée 3-4%. Parce que s'il considère que la Fed en septembre, c'est quasi sûr et qu'elle va remettre baisser ses taux, il va revenir sur les plus hauts d'un claquement de doigts dans une journée. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si il continue à ne rien avoir, comment voulez-vous qu'il se fasse une idée? Il va continuer du coup à se dire, ben, on n'a rien. Quelque part, il aurait dû le faire avant, hein, mais on n'a rien. Il attendait, souvenez-vous, on l'avait dit avant, il attendait la saison des résultats finalement. La saison des résultats, c'était hyper important. Est-ce qu'on n'a pas eu finalement ça pour la saison des résultats, ça même, d'accord, en attendant de pouvoir venir chercher ces résultats. Ça y est, on les a eus. Powell a calmé le jeu, on consolide. Voilà, on consolide. On est loin du drame. Hein, si on regarde, même si on le met en daily, pour que ce soit plus clair, regardez quand même, hein, on est très loin. On est très très loin du drame en daily. Hein. Voilà ce que c'est le graphique annuel sur le Nasdaq. Ça, c'était avril 2025. Hein, ici, 16 800, d'accord, plus bas de l'année. On est au mois d'avril seulement, d'accord. En avril 2025, on est 6 mois plus tard. Donc, on est passé de 16 460 à 25 200. Donc, on est très, très, très loin de devoir être inquiet. Mais si on continue de baisser, ce n'est pas inquiétant. Donc, on continuera de baisser si on n'a pas de données statistiques, tout simplement, parce qu'à un moment donné, ben, tant mieux, ça permet au marché de consolider un petit peu. Si ça peut être, là, ici, le plus bas du mois précédent, être un seuil qui peut faire rebondir un petit peu. Et après, une fois qu'on aura rebondi et recassé, on peut aller chercher même, là, voilà, ici, ce bas-là, ce bas-là, ce bloc-là. Pourquoi? Ben parce que, de toute façon, tant qu'on n'a pas de stats, comment voulez-vous qu'on se défende, quoi, quelque part? OK? Voilà. Et si on finit le mois de novembre à, allez, même ici, là, au plus bas, à 22 750, est-ce qu'il y aura mort d'homme quand on considérera que 7 mois avant, on était à 16 500 points? Voilà. 22 750 pour 16 500, ça fera 6 000 points, donc pas loin de 42% de hausse à peu près sur 7 mois. Loin d'être déconnant. Alors voilà, ok. Voilà. Donc, je pense que nous, ben, comme il n'est pas précisé qu'on aura une fin de shutdown, on doit regarder pour une fois un peu plus vers le bas. OK. Et donc, si on regarde vers le bas, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le marché, il peut nous faire, comme il fait là, un rebond comme ça. S'il plafonne sur cette ligne-là, la 25 335, la 25 350, et repartir à la baisse. Et quand il va casser, du coup, le plus bas, il pourra aller chercher 24 500, là, très rapidement. OK. Ça va être son target assez vite, hein, finalement. D'accord? 24 500 ici. 24 500 ici, ok, qu'on voit en zone défensive là, donc ça on va se le marquer, hop, sans nouvelles sur le shutdown,
blocage haussier sur 25 350. Premier rebond à la baisse 24 500. Voilà. Et derrière, deuxième rebond à la baisse, ce sera forcément le plus bas du mois précédent, ici, qu'on voit bien en plus qui est pile, regardez, c'est pile la S3J, donc c'est pile justement la seconde zone de rebond. Alors, j'aurais presque envie de dire, si on s'en tient purement au graphique, regardez, si on s'en tient purement à une zone graphique, sans regarder le plus bas du mois précédent, mais juste vraiment sur une zone de graphique, j'ai presque envie de dire que même le 24 000 ici est plus intéressant finalement que le plus bas du mois précédent ici, regardez. D'accord? Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc ça, on va se le marquer quand même. Là, il ne faudra pas sauter le premier dans l'arène, parce que regardez, là, le trait rouge, ça va être 24 000 points. Et quand même, 24 000 points a été une zone beaucoup plus bloquante que le plus bas du mois précédent, qu'on a touché en fait finalement qu'une fois le mois dernier. Parce que regardez, septembre, donc là, septembre, tac, 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 septembre, 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 septembre. Octobre, on a démarré, hop, ici. Donc, on a démarré octobre, on était à 24 600, on est monté. On a eu cet effet de drop là quand Trump a annoncé qu'il se disputait avec Xi Jinping. Là, ils sont fait la dispute du ménage, mais on n'est pas revenu chercher finalement les 24 000. Mais c'est la seule fois où on est venu toucher cette zone avant de rebondir. Donc, 160, et le rollover précédent. Et c'était aussi, surtout, souvenez-vous, cette bougie de 22 à 23 heures. Et après, dans le week-end, ils étaient redevenus amis, ils s'étaient refait des bisous. Et donc, on a eu le gap haussier. Vous vous souvenez? Le lundi 13. Regardez, vendredi 10, 22 heures. Donc, ça, c'est la dernière bougie. On avait eu un gros gap baissier, en fait, finalement, entre 21h, entre 22 et 23 heures. OK? Et après, on avait réouvert complètement à la hausse parce qu'ils étaient redevenus copains dans le week-end. Donc là, il faut se méfier du plus bas du mois précédent. On va plutôt mettre 24 000 points que le 24 150. Donc si seconde zone de rebond sur baissier, 24 000. OK. Et donc, si par contre, à contrario, parce qu'il faut quand même l'envisager aussi, on devait avoir un effet haussier, un bon tweet, une bonne com, et qu'on arrivait finalement à casser le 25 350 ici, on peut voir assez facilement que c'est cette zone-là qui devient bloquante, en fait, le plus bas de la semaine précédente. D'ailleurs, il a été un peu dur à casser à la baisse, ici. On voit bien qu'il avait fonctionné en rebond. Donc là, ce M là qui avait, vous voyez là ici, pam, 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 premier W, il s'arrête à 800 là-haut, mais quand il redescend, il rebondit là sur le 600, 625 à peu près, là, 600, pas tout à fait 600. Donc là, ce 600, il va devenir bloquant en fait. Cette zone-là, elle va devenir compliquée à gérer. Donc là, le 500, même 570, ici, là, l'intérieur du W, là, vous le voyez, regardez, cet intérieur du W ici, en fait, il était hop, historiquement, tac, il était bloquant ici à la hausse au moment où on était monté. Donc, et pourtant, c'était un vendredi en clôture, justement, aussi. Donc, là, on peut se le mettre, cette zone-là, 500, à partir de 25 500 jusqu'à 25 600, jusqu'à 25 625, on ne va plus toucher. Moi, c'est une zone sur laquelle j'achèterai plus parce que si ça monte, ça ne va pas me plaire. Donc, 25 500 jusqu'à 25 625, ne rien faire. Voilà, ça, on se le met en gras, en gros, parce que si ça monte, ça va être la zone bloquante. Une fois qu'on aura cassé le 625 et qu'on sera au-dessus, là, on pourra re-rentrer.
pour aller chercher en max le 850 là-haut, hein, le 25 850. Donc voilà, une fois 625 cassé, direction 25 850. Donc ça, c'est à la hausse. Et à l'inverse, du coup, si on casse, donc on a dit 24 500, puis derrière, en fait, finalement, 24 000, hein, il y a quand même un gros, un bel écart, hein, ça fait 2% d'écart. On voit bien que le potentiel de baisse. Et une fois, en fait, finalement, ces 2% qui est touché, on est presque à 2% de plus parce que je trouve que c'est la zone la plus intéressante. Ça va être là les 23 600. Là, on voit bien, on est ici. Voilà, là, c'est pas mal. 23 600, 625 là. On voit bien que c'est une zone qui avait été bloquante à la montée et qui a servi après finalement d'appui avant ici, avant de partir en chasse vers le haut et d'avoir ce rallye aussi. Donc là, 23 625, ce sera pas mal. On peut se le marquer aussi. Je ne pense pas qu'on aille plus bas que ça. Bien sûr que le 23 000 points, ça semble évident que ce sera, vous le voyez graphiquement, une très, 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 très belle zone de rebond. Bon, hop. C'est les notes de 400. Moi, je les ai, ça. 6 cassures de 24 000. 23 600, on a dit 25, beau rebond. Et 23K, c'est le 5 étoiles de la semaine. Hein. Voilà. Là, le trade 23 000, c'est le 5 étoiles de la semaine. Voilà. OK. OK. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous va? Est-ce que pour ceux qui sont venus suite au Zoom, il y a des questions? Donc vous avez Michel ici, Michel qui parle, c'est Michel que vous aurez, que vous pouvez avoir sur les lives, puisqu'on fait on propose du trading en direct, et le trading en direct est fait en live. Donc c'est Michel qui fait les lives. Ouais. Encore beaucoup de travail. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça a plu à certains qui sont venus. Bon, c'est pas, vous prenez pas les positions, vous, mais c'est important, je pense, qu'on puisse vous inviter à ça parce qu'il faut que vous puissiez comprendre un petit peu quand même dans quel monde on évolue, qu'est-ce qui se passe, comment on prépare notre semaine et voilà, le pourquoi du comment. Parce que c'est bien beau d'avoir juste des chiffres, mais il faut qu'il y ait un pourquoi du comment. Hein. Dans n'importe quel fonds d'investissement, ils vous expliquent leur stratégie. Nous, c'est un peu pareil. Quoi. Voilà. Au moins, si vous voulez y participer, vous pourrez. Et si vous voulez après poser des questions aussi suite au rendement, vous l'aurez. C'est normal qu'Asia, que ce soit un peu du charabia, c'est la première fois. Après, tu verras, ça va aller de mieux en mieux. Et n'hésite pas, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, c'est le moment de poser des questions. S'il y a un terme qui a été utilisé que tu n'as pas compris, pose la question. N'hésite surtout pas, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... La curiosité n'est pas un vilain défaut. Voilà, la curiosité n'est pas un défaut et encore plus quand c'est pour apprendre et se cultiver, c'est important. Voilà, c'est pas sûrement que tu es passionné peut-être par quelque chose que je connais pas. Voilà, je sais que par exemple Ève aime les chevaux. Si elle parle de cheval, elle aura beaucoup de choses à m'apprendre parce que moi j'y connais rien. Donc forcément chacun son domaine de compétences et donc n'hésite pas à poser des questions s'il y a un terme ou autre qui a été utilisé. Parfait, tant mieux alors. Écoute, j'espère que tu reviendras ici et que au fur et à mesure, s'il y a des questions qui apparaissent, tu te permettras de les poser avec plaisir sur le chat ou en prenant la parole, tu peux. Écoutez, merci à tous du coup, s'il n'y a pas de questions et donc dès demain, on repart, on se remet en selle et on espère du vert à tous. Je voulais demander, mercredi et vendredi à 15h20, il y a les discours. Ça craint pour l'ouverture? Non, pour l'ouverture, ça ne changera pas l'ouverture. Hein, ça sera dans
Ce sera dans l'ouverture, quoi. Enfin, ce sera noyé dans l'ouverture puisqu'ils auront déjà fini le discours au moment où le marché sera ouvert. D'accord, ok, alors c'est bon. D'accord, merci, c'était tout. Voilà. Bravo cette semaine à Nico. Nico qui a fait un deuxième payout sur son même compte PA. Donc c'est très bien. Il y a eu pas mal de payouts, je crois, cette semaine dans le groupe. Donc très très bien. Bravo à tous. Et voilà, j'espère. Ouais, deux payouts pour Nico cette semaine. C'est très très beau. Très propre. Nico, ça lui plaît quand ça descend. Hein. Le rouge lui plaît. Eh ben, merci Cyril, c'est très gentil à toi. Tu seras le bienvenu. Tu seras le bienvenu. Bon, écoutez, cool. Voilà, on va couper. Merci à tous. Bisous à tous. Du coup, ciao, ciao. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao.